Bonjour à tout le monde et merci beaucoup pour l'invitation à intervenir aujourd'hui. Donc oui, je suis responsable d'alimentation au réseau Action Climat et aujourd'hui je vais donc parler du dernier rapport du réseau Action Climat intitulé La grande distribution, alliés ou frein à une alimentation saine et durable pour toutes et tous. Alors, est-ce que je peux faire passer les slides tout seul avec ça? Oh, merci. Ah oui, je peux. Donc, le réseau Action Climat, par levée de main, qui nous connaît? Est-ce que vous savez combien de membres on a? Non. Alors, 27 associations nationales, 10 associations locales, à la base des ONG environnementales avant tout, mais avec le temps aussi beaucoup d'organisations de solidarité internationale et de lutte contre la précarité. Donc par exemple sur les sujets d'alimentation qui est mathématique, on a le Secours catholique, on a Action contre la faim, on a le CCFD Terre solidaire, aux côtés de Greenpeace, du WWF, des Amis de la Terre ou de France Nature Environnement par exemple. Le réseau Action Climat, en deux mots, c'est un acteur qui est spécialisé dans le plaidoyer. Donc, on est en particulier en lien avec les pouvoirs publics au niveau national, infranational, européen également. On participe au COP, donc les conférences des parties sur le climat. Et on est présent dans un certain nombre d'institutions consultatives nationales, publiques, notamment le Conseil national de l'alimentation, où on se croise avec Louis Georges, où on se croisait ces dernières années, lorsque le CNA n'était pas encore en état de mort cérébrale, comme c'est le cas depuis 2 ans. Également, les sujets de transition écologique au réseau Action Climat sont toujours traités en lien avec les enjeux de justice sociale et les enjeux de santé publique. Là, vous pouvez voir des exemples de rapports réalisés par des collègues ces dernières années qui font le lien avec les questions de comment on réduit le trafic aérien de manière juste et efficace, un rapport avec l'UNICEF sur les problèmes des pollutions de l'air qui touchent en particulier les enfants de ménages défavorisés dans des situations de précarité. La question des impacts du changement climatique sur la santé, sur le patrimoine également. Et un rapport que j'aurais dû présenter ici même il y a quelques mois, mais finalement j'avais eu un empêchement et que ma collègue, Nicole Darmon, chercheuse en nutrition avec qui on avait travaillé sur ce rapport, et avec la Société française de nutrition, du coup, et était venue présenter à ma place, c'était le 20 juin dernier, journée où était tombé le comité de suivi du PNNS 4, d'où mon incapacité à venir. Mais du coup, je ne suis pas là pour parler de ce rapport-là. Je suis là pour vous parler, alors pas non plus de cela, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on fait spécifiquement sur l'alimentation. On a un volet agriculture, un volet alimentation. Et donc, il y a à la fois des documents grand public que vous pouvez retrouver sur notre site, répondre aux défis climatiques, l'alimentation. C'est décliné sur différentes catégories, différentes thématiques. Le plaidoyer aussi collectif sur la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, la SNANC. Vous avez aussi peut-être déjà entendu parler. Du coup, c'est le réseau Action Climat qui coordonne un peu la coalition interassociative, qui a donné lieu notamment à une lettre ouverte qui a été envoyée hier, qui a été traitée dans pas mal de médias, bien que pas tous. Et donc, sur la droite, le plus récent, la première édition du rapport du réseau Action Climat sur la grande distribution, qui avait un titre encore moins engageant pour les distributeurs à l'époque, puisque ça s'intitulait « L'heure des comptes pour les supermarchés ». Donc on a quand même plutôt progressé dans la sémantique, exactement. Avec du coup le nouveau rapport publié là au mois de mai dernier, la grande distribution, alliée ou frein à une alimentation saine et durable pour toutes et tous. En fait, il y a 2 rapports qui sont sortis. Je vais vous faire une synthèse, évidemment, mais un rapport dans lequel on a eu une notation des distributeurs. On a pu voir l'évolution des notes par rapport au premier rapport en 2023. Une autre partie du rapport, c'est un benchmark des bonnes pratiques des distributeurs dans les différents pays d'Europe. Donc en particulier, outre la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède et le Danemark. Et la dernière partie du rapport qui est une partie plutôt d'études qualitatives qui du coup a donné lieu à un rapport séparé, un travail on peut dire qui correspond grosso modo en termes de longueur et de méthode, etc., à un mémoire de sociologie de M2, disons.
voilà, que je vais donc essayer de vous synthétiser dans les minutes qui me sont accordées. Alors, sans suspense, alors là encore une fois, qui connaissait déjà nos classements, qui avait déjà vu passer les notations des supermarchés? On ratisse pas encore très très large. Bon, bah, c'est le cas, oui, ouais, j'imagine. Donc voilà, là vous pouvez voir du coup la notation, là c'est le visuel sur les réseaux sociaux, où on peut voir qu'Intermarché, et non, parce que la personne de chez Intermarché n'est pas venue, mais Coopérative se hisse quand même sur le podium. Mais donc vous avez en effet Carrefour et Monoprix qui dépassent la moyenne, chose qui est nouvelle, parce qu'il y a 2 ans, les enseignes étaient notées entre 6 et 9, et cette année, elles sont notées entre 2 et 12,5. Alors, grande différence, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas intégré Aldi la dernière fois, parce que la 8e enseigne, c'était l'enseigne Casino, et il n'y a plus d'enseigne Casino en termes de supermarché ou hypermarché actuellement. On a intégré Aldi à la place. Alors, d'où sortent ces notes? Ça peut paraître un peu arbitraire. On a une grille d'indicateurs, environ 40 indicateurs, qui permettent d'avoir une note sur 100 points. Des indicateurs qui sont sur les thématiques changement climatique, moins et mieux de produits d'origine animale et végétalisation. Et à chaque fois, on a regardé à la fois les engagements des enseignes, les pratiques de transparence des enseignes sur ces sujets, et également leurs pratiques réelles en analysant à la fois l'offre en magasin et les produits dans les catalogues de promotion. Donc on a analysé plusieurs dizaines de catalogues de promotion, et il y a aussi eu environ 150 visites de magasins qui ont été réalisées par des bénévoles pour pouvoir récolter l'information. Ce qui nous a donc permis d'avoir cette note globale et de faire aussi des notations thématiques. Donc là, j'en ai présenté 2. Promouvoir une alimentation plus végétale pour la première, où on peut voir que, par exemple, Monoprix se hisse en tête, alors que d'autres enseignes sont moins performantes. Mais à l'inverse, si on regarde, par exemple, plus spécifiquement la question du moins et mieux de produits animaux, le classement est un peu différent. Et Coopérative U, qui est mal classée sur le végétal, est première sur le moins et mieux de produits d'origine animale. D'autres enseignes sont très bas dans les 2 classements, comme Aldi. Donc grosso modo, tout ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'on a comme produit dans les catalogues de promotion. Est-ce que les enseignes vont calculer leurs émissions de gaz à effet de serre et avoir des engagements à réduire leurs émissions pour être compatibles avec l'accord de Paris? Est-ce que ces engagements font l'objet de trajectoires et de plans d'action qui sont certifiés SBTi, qui est un organisme de référence pour la certification de ce type de trajectoire? Quand on va dans le rayon des plats préparés, combien contiennent de la viande et du poisson, combien sont végétariens? On a aussi regardé les politiques de soutien pour les fournisseurs, notamment les agriculteurs, voir s'il y avait des contrats tripartites ou d'autres types de démarches comme ça, de rémunération pour services environnementaux. Quel type d'accompagnement a été fait aussi pour aider les fournisseurs, en particulier tout ce qui va être TPE, PME, etc., pour décarboner leur chaîne de production, etc. Tout est transparent, il y a tous les indicateurs, tous les points, et les points de chaque distributeur dans notre étude qui est sur notre site. Du coup, quelques clés issues de cette notation, qu'on a pu dégager ensuite à un niveau un peu plus général, des chiffres moyennés sur l'ensemble des enseignes. Premier chiffre, du coup, par exemple, c'est que 92% des plats préparés, aujourd'hui, en grande distribution, contiennent de la viande ou du poisson. Et on a eu le même chiffre en 2025 qu'en 2023. Donc, pas de progrès observé. Donc, ce qui nous fait dire qu'actuellement, la grande distribution n'aide pas complètement à avoir un régime flexitarien quand vous avez 8 plats sur 100 qui contiennent pas de viande et pas de poisson. Et les plats préparés, vous avez des légumineuses. Là, on arrive à 2 ou 3%. Quand bien même nous avons les recommandations du PNNS qui incitent à limiter la consommation de viande rouge, viande transformée, et à manger plus de légumineuses. Ce qu'on observe dans les plats préparés, par exemple, c'est l'opposé assez total des recommandations alimentaires. On s'est aussi amusé à regarder le nombre de pages de promotion avec des protéines végétales tout format, sucrées, salées, et avec à côté de ça les pages dédiées à la viande. Et
et on se rend compte qu'il y a 48 fois plus de pages de promotion qui sont dédiées pour des produits carnés que pour des produits à base de protéines végétales, tout type de protéines compris. Autre type de résultat qui nous amène à constater que la grande distribution n'encourage pas, n'aide pas, ne facilite pas le consommateur qui souhaite aller vers une alimentation plus saine et plus durable. Quand on voit à la fois le type d'offre dans les rayons, mais aussi quand on regarde les produits qui sont mis en promotion, et donc dans les catalogues promotionnels, et donc en tête de gondole, et donc, etc., etc. Et donc, tout ça, finalement, va avoir un impact important sur le consommateur. C'est tout ce qui renvoie à l'environnement alimentaire, toutes les choses qui vous environnent, qui vont restreindre ou conditionner votre choix, et donc dont une grande partie est dans les mains de la grande distribution, en ce qui concerne au moins l'endroit dans lequel vous allez faire vos courses, si vous allez en grande distribution. Troisième partie, où là on va être davantage à essayer de voir. Alors, je ne parle pas du côté du benchmark européen parce que je n'ai pas le temps éventuellement pour en dire 2 mots tout à l'heure dans la table ronde. Là, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de se dire, OK, en l'espace de 2 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans les pratiques des distributeurs. Certains distributeurs qui étaient un peu en retard, par exemple sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre et sur les trajectoires de réduction, ont adopté, se sont mis à calculer les émissions et à prendre les engagements pour les réduire. C'est le cas de U, c'est ce qui explique du coup la progression. D'autres enseignes étaient déjà avancées là-dessus, comme Carrefour, comme Monoprix, comme Casino. On n'a pas eu de grosses modifications. D'autres n'ont pas avancé là-dessus, comme Leclerc, ce qui explique qu'ils restent bas dans le classement. Mais ce qui est commun aux différents distributeurs, c'est que même si certains vont aller un peu plus loin pour proposer plus de végétal, donc c'est le cas de Monoprix et de Carrefour principalement, dans une certaine mesure également le cas de Auchan, mais à chaque fois, on va avoir en parallèle toujours le même schéma dans lequel on va continuer à vendre massivement des produits d'origine animale qui viennent de modes de production intensifs, et ça va être à chaque fois surreprésenté dans les rayons, dans les publicités, dans les catalogues, dans les têtes de gondole, etc. Et ce qui est finalement en contradiction avec les objectifs des enseignes elles-mêmes, qui d'une part prennent comme objectif de baisser leurs émissions, et d'autre part ne modifient pas la part et la quantité de produits animaux en majorité industriels qui sont proposés et qui sont vendus. Donc on a essayé de voir, OK, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que la grande distribution a du mal à avancer sur cette transition-là. Donc on a réalisé 55 entretiens semi-directifs avec des professionnels du secteur. Un tiers environ étaient des dirigeants, donc des PDG et DG de grandes enseignes, des responsables des achats, des responsables RSE. Et 2 tiers environ étaient soit des ex du secteur qui voulaient bien parler avec un peu de liberté, des consultants, des experts, des journalistes. Et en plus de ça, il y a eu aussi un questionnaire qui a été transmis à toutes les enseignes. On n'a jamais eu de réponse de Aldi. Leclerc n'a pas souhaité participer ni aux entretiens ni au questionnaire, mais toutes les autres enseignes nous ont répondu et ont été très coopératives. La FCD également a complété un questionnaire. Donc basé là-dessus, je vais forcément aller un petit peu vite. Il me reste combien de temps d'ailleurs? Petite dizaine de minutes? Très bien. Bon, alors le premier frein, je ne vais pas aller dans le détail. C'est des freins relatifs du coup aux enjeux de prix et d'information. C'est des sujets qui ont été déjà un petit peu abordés ce matin. Il y a 4 types de freins qui sont du plus technique ou de plus micro et qui vont monter à chaque fois d'un point de vue plus systémique et vous verrez aussi plus politique. Un vrai obstacle, c'est le manque de données sur l'impact environnemental des produits alimentaires de leurs fournisseurs. Comment est-ce qu'on accède à ces données-là? Est-ce qu'il y a des méthodologies communes qui permettent de les comparer? Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mesurer finalement l'impact quand l'empreinte carbone d'un distributeur, c'est l'empreinte carbone de ses fournisseurs principalement. Donc, il y a cette difficulté-là.
Deuxième point, c'est l'absence d'un étiquetage environnemental de référence sur les impacts environnementaux de l'alimentation. Pourquoi? Parce que de la même manière que le Nutri-Score peut aider des consommateurs à choisir des produits qui ont un meilleur Nutri-Score, et peut aussi aider en interne les gens qui font du marketing ou des acheteurs de se référer à ce système-là pour savoir quel est un produit plus sain ou moins sain. Aujourd'hui, sur l'environnement, on n'a pas ça. Du coup, c'est quelque chose qui est aussi un peu bloquant pour valoriser les produits plus durables auprès des consommateurs et pour faire des choix de se dire on va augmenter la part de produits de étiquetage environnemental A ou avec un faible score, si jamais c'est ça qui est retenu, dans les magasins, dans les catalogues, dans les contrats avec son fournisseur. Aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent du Nutri-Score pour l'environnement, et donc c'est quelque chose qui bloque également. Troisième point, là c'est extrêmement mis en avant par les distributeurs, c'est le manque de consentement du consommateur pour acheter des produits qui sont plus chers. Que les produits bio sont souvent plus chers que les non bio, la viande en label rouge origine France va être plus chère que la viande plus standard, et d'autres types de produits alternatives végétales qui sont aussi souvent un petit peu plus chers. Voilà, alors c'est quelque chose qui est détaillé dans le rapport, mais là c'est un argument un peu à double tranchant, parce que s'il y a bien un acteur qui a détruit le consentement à payer des Français pour l'alimentation, qui a inculqué l'idée que l'alimentation devait coûter pas cher et qu'on fait des affaires en mettant peu d'argent dans l'alimentation pour acheter autre chose, eh ben c'est bien la grande distribution depuis plusieurs décennies. Donc c'est normal quelque part que le consommateur à qui on a appris que la qualité c'est pas cher et c'est normal soit plus prêt à mettre plus d'argent pour acheter de la qualité. Et je pense que Coopérative U n'est pas du tout les pires sur ce sujet-là, mais on a un acteur en particulier qui est problématique. Je suis désolé que votre collègue d'Intermarché ne soit pas là, parce que si je veux faire des petits clins d'œil, c'est forcément à vous. Mais du coup, voilà. On a un problème avec Leclerc par rapport à ça, qui est pointé du doigt par beaucoup d'acteurs, beaucoup d'experts, beaucoup d'ex du secteur qui ont travaillé dans différentes enseignes, qui mettent en avant les difficultés avec un acteur qui fait la course au prix bas et qui a pu faire des publicités qu'on a référencées. Par exemple, vous connaissez la polémique sur les baguettes à 29 centimes. Il y a d'autres publicités qui incitent à acheter vraiment très peu cher son paquet de je ne sais pas quel aliment pour, à côté de ça, acheter une chemise à la place. Donc on est vraiment dans l'idée qu'il faut mettre le moins d'argent possible dans l'alimentation et que ça sera de la très bonne qualité pour acheter autre chose. Et donc évidemment, après, on n'est pas prêt à mettre beaucoup plus d'argent pour acheter de l'alimentation saine, durable, etc. Donc voilà, la responsabilité partagée entre consommateurs et distributeurs, c'est important de le rappeler. Et le quatrième point, et il faut quand même l'admettre, c'est la différence de prix qui est élevée entre les produits durables et les produits classiques. Là, c'est un fait. C'est quelque chose qui peut être lié d'une part au modèle de la grande distribution. On a tendance à faire moins de marge sur les produits bas de gamme qu'on vend en grande quantité et plus de marge sur les produits un peu plus niche qu'on va vendre dans un volume moindre. Mais c'est aussi lié à des différences de soutien économique aux filières. Et aujourd'hui, les coûts réels de la production des produits alimentaires sont peu pris en considération. Il n'y a pas d'internalisation qui est faite. Et vous avez du coup des prix, une différence de prix qui dépend aussi des financements publics aux différents modèles, donc une responsabilité aussi des pouvoirs publics. Deuxième type de frein sur lequel je vais aller vraiment très vite, je vous invite à aller voir le rapport si ça vous passionne comme sujet, c'est les relations entre distributeurs et industriels qui sont particulièrement mauvaises en France et qui ne favorisent pas la collaboration. Il y a besoin que ces acteurs-là travaillent ensemble en se faisant confiance et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a aussi d'autres problèmes de dépendance de la grande distribution vis-à-vis des marques nationales qui sont souvent en majorité, hein, sauf exception, mais très peu engagées sur les questions RSE. Et vu que c'est une partie importante des produits qui sont non seulement vendus, mais aussi en vitrine et mis en promo par les distributeurs, si les marques nationales ne bougent pas, eh bien forcément ça complique aussi les choses pour le distributeur. Troisième type de frein, là aussi je vais aller un petit peu plus vite parce que le dernier frein il m'intéresse un peu plus. Un premier frein, c'est le modèle de la grande distribution. La manière dont ce secteur-là est né, dont il s'est développé, dont il fonctionne. Il y a des services RSE, mais la RSE, elle ne prend pas part aux discussions et aux décisions stratégiques. Elle est souvent laissée un petit peu de côté dans la plupart, dans la totalité des enseignes pour un certain nombre de raisons, notamment le troisième bullet point,
qui est qu'on a un modèle économique basé sur les prix bas, sur l'accroissement des volumes et la vente en masse de produits d'origine animale. C'est quelque chose qui est historique au secteur de la grande distribution, et donc c'est quelque chose qui ne fait pas forcément bon ménage avec les enjeux RSE. On peut un peu comparer, pour ceux qui sont familiers de ces sujets-là, la RSE dans la grande distribution, c'est un peu comme le ministère de l'écologie au gouvernement. On pousse, mais on a du mal à faire passer beaucoup de choses. La concurrence entre les enseignes qui n'aide pas non plus. J'évoquais le cas avec Leclerc tout à l'heure, mais c'est vrai que si vous êtes le seul à bouger, si vous bougez en premier, il y a forcément toujours ce risque que le consommateur, si ça ne lui plaît pas, il va aller chez le concurrent. Et ces dernières années, quand vous voyez des restructurations et des difficultés qu'ont pu connaître des groupes comme Auchan, comme Casino, ne viennent pas démentir cela. Et je peux encore prendre 3 minutes. Les freins relatifs au cadre réglementaire et aux politiques publiques. Donc là, c'est ce qui m'intéresse le plus, puisque en tant que réseau Action Climat, on fait du plaidoyer. Donc on porte des propositions au gouvernement. Chose qui est vraiment là constatée et appuyée par les enseignes, tous les interlocuteurs, interlocutrices de toutes les enseignes, c'est qu'on a un problème avec les pratiques alimentaires actuelles. Et donc, dans les services RSE, on sait très bien ce vers quoi il faut tendre. Moins de viande, mais issu d'élevage plus durable, plus de protéines végétales. C'est quelque chose qui est complètement intégré, mais encore faut-il réussir à vendre ces produits-là, et c'est plus facile si le consommateur demande ces produits-là plutôt que des produits carnés. Donc les distributeurs ont leur part de responsabilité, la mise en avant des produits dans les rayons, les promotions, etc. etc. Mais aujourd'hui, Monoprix et Carrefour font plus de communication avec Lavi et Apivore sur le végétal que les pouvoirs publics. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle d'accompagner la population vers une alimentation plus végétale. On a pu le voir il y a quelques semaines avec la censure du terme « réduction de la consommation de viande » dans la stratégie alimentation, nutrition, climat du gouvernement, pour écrire à la place « consommation équilibrée de viande ». Chose que n'ont pas accepté les ministères de l'écologie et de la santé, ce qui fait que la stratégie n'est pas sortie. Donc on a un gros problème de manque de politique publique. Là, j'ai mis quelques verbatims, parce que du coup, tous les entretiens ont été retranscrits, et le rapport, qui fait une centaine de pages, est truffé de citations qui viennent à chaque fois étayer tout ce que je vous raconte ici, en fait. À chaque fois, c'est vraiment des choses qui sont issues des discussions avec les distributeurs, et c'est un rapport également, je le dis rapidement, mais qui a été très bien reçu par les professionnels du secteur, qui avaient l'impression qu'on mettait vraiment à plat les choses qui allaient, les choses qui n'allaient pas. On n'était pas forcément d'accord sur toutes les solutions, même si on était aussi d'accord sur une partie des solutions. Donc voilà, ce besoin de politique publique, les propos que vous voyez ici, on a besoin des politiques publiques, on ne pourra pas tout faire tout seul, c'est Dominique Schelcher. Il y a eu les mêmes propos qui ont été tenus là par le directeur RSE de chez Auchan. Un élément qui est intéressant, ce qu'on sait faire, nous, c'est accélérer les tendances, mais pas créer à la place de. S'il y a une nouvelle tendance, on saura faire évoluer l'offre, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait un mouvement qui soit impulsé par la puissance publique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on a d'autres petites citations. D'ailleurs, là, il y a un petit bug. Et dernier point, c'est le manque de direction claire pour l'avenir du système agricole et alimentaire en France. Le fait que les pouvoirs publics n'assument pas de dire voilà vers quoi on va aller. Et donc, on va mettre tous les acteurs autour de la table pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut y aller. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez d'une part la stratégie nationale pour l'alimentation, nutrition, climat et la loi Duplon qui est votée en même temps, on se rend compte que j'ai des choses qui sont complètement antinomiques. Voilà, donc on a encore une fois grosse difficulté pour cette question-là qui est quand même intéressante. Comment tu embarques tes filières? Que font les pouvoirs publics? La recherche, j'aurais peut-être dû l'effacer pour cette présentation. Et le mot de la fin ici. Oui, voilà, il faut rassembler les acteurs des filières autour de la table, se poser la question comment aller sur le moins de viande sans effets collatéraux, etc. etc. Je me rends compte que c'était un petit peu compliqué de dire tout ça en 20-25 minutes. J'espère que vous n'avez pas trop perdu. Là, on est d'accord, j'ai plus de temps là. Je suis en train de dépasser. On est d'accord? Ok. Bon, sur les recommandations, je m'arrête là. Je ne vais pas vous les lire. 3 recommandations larges que je laisse en illustration pendant la table ronde du coup. Merci de m'avoir suivi.